Et c'est sur ces notes de Michael Giacchino pour le score de Jupiter Ascending que l'on commence la toute nouvelle rubrique de CloneWeb. Bonjour à tous et bienvenue dans CloneWeb, le podcast. On s'est dit que pour 2015 et pour un nouveau design, ce serait bien d'apporter de la nouveauté. Et pour ça, je ne suis pas tout seul. Heureusement, je suis accompagné de bien beaux chroniqueurs, puisque tout d'abord, il y a le boss, le pape un petit peu des sites passionnés de cinéma sur Internet. Il s'agit de le CloneWeb, le Marc Loss. Bonjour. Ça va bien, Marc ? Ça va bien et toi ? Pour faire un test de passage de micro. Et à ma droite, j'ai de beaux jeunes hommes bien saillants. Tout d'abord, Alexis, qui écrit pour CloneWeb et pour Filmosphère. Salut Alexis. Salut Jean-Victor. Et accompagné aussi d'un autre chroniqueur de Filmosphère, j'ai nommé un deuxième Marc, le Marc Moquin. Bonjour. Ça va Marc ? Très bien, merci. Alors ce podcast, on va le faire autour de la sortie événement de Jupiter Ascending de Lana et Andy Wachowski. Le but, c'est de partir du film et de tourner un peu de la thématique du space opera, qui est un genre qui est très très peu représenté au cinéma. Je pense qu'on va d'abord commencer, faire un petit tour de table, savoir ce que vous avez pensé vite fait du dernier bébé des Wachowski, si vous pensez que c'est une sombre merde, bouillasse, tout ce que vous voulez, ou si ça mérite quand même le coup d'être vu. Je commence par toi Alexis, parce que tu me regardes. Alors non, moi Jupiter Ascending, j'étais pris déjà au moment de l'annonce du projet, et au fur et à mesure que les images se sont révélées et au moment où j'ai découvert le film, j'ai été complètement captivé par le truc, le délire. Ça va dans tous les sens, ça raconte des choses extraordinaires, ça prend d'énormes risques artistiques, mais comme ça va jusqu'au bout du délire, ça s'assume. Ça prend pas le spectateur pour un con, c'est généreux dans l'action, dans les scènes d'action sont virevoltantes et complètement démentes. Et franchement, moi c'est un spectacle comme j'aimerais en voir de plus en plus souvent au niveau des blockbusters américains. Après, c'est pas toujours le printemps. Moi un petit peu pareil, d'autant plus que j'adore les cinéastes de la démesure, donc les Wachowski ça rentre énormément là-dedans. D'autant plus que le space opéra, j'aime beaucoup quand il touche à la mythologie, quand il a une approche mythologique du thème. Et évidemment ça se retrouve totalement dans Jupiter Ascending, qui malgré un début un peu laborieux, dès qu'on part dans les étoiles, ensuite c'est parti pour une quête assez unique. Moi, quand je l'ai vu à la sortie, la première sensation que j'ai eue, c'est que le film m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de retrouver un univers totalement original, totalement SF aussi. C'est vraiment quelque chose qui manque. On aura l'occasion d'en parler pendant le podcast. Mais depuis Avatar, il y a eu quasiment rien. Ça a été que des adaptations, des suites, des machins. Donc là, on a vu un film qui avait carrément de la gueule, un beau conte qui était transposé dans l'espace. Et on sort de là en se disant « Waouh, quand même, les univers originaux, c'est cool, il en faudrait davantage. » Donc c'est bien, c'est qu'on voit autour des réactions de WhatsApp que tout le monde est d'accord pour voir des nouveaux univers originaux, mais visiblement l'industrie elle ne l'est pas tant que ça. Ce qui est assez marrant, c'est que le film sort là tout de suite en février 2015 et se fait un peu dans la différence générale, alors que 5 mois auparavant, il y a eu Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel qui était un space opéra et qui a quand même défoncé la baraque, et que dans 11 mois, on partira de nouveau pour une galaxie très très lointaine avec le retour de Star Wars. Justement, comment est-ce que vous percevez l'espèce d'indifférence dans laquelle sort le film des Wachowski par rapport justement à la sortie des Gardiens de la Galaxie ? Est-ce que vous arrivez à expliquer ça ? Alors, en ce qui me concerne, par rapport à Star Wars et aux Gardiens, Star Wars repose sur une franchise qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps, Star Wars, commercialement parlant. Et pour les Gardiens de la Galaxie, il y a le tampon Marvel qui, de toute manière, assure l'intérêt d'un public maintenant assez colossal. Parce que même s'ils ne sont pas fans de SF, parce qu'ils ont vu Captain America, parce qu'ils ont vu Thor, etc., ils iront voir les Gardiens de la Galaxie, puisque c'est lié dans le même univers. C'est la marque Marvel, ouais. Voilà. Tandis que Jupiter Ascending, déjà, ça repose sur rien de neuf, ça s'inscrit pas forcément dans le canon esthétique du cinéma actuel, etc. Ça a l'air d'être un film qui sort d'un peu n'importe où par des cinéastes qui font peu de films, puisque Claude Atlas, Speed Racer, c'est pas énormément de films en 10 ans de carrière, depuis Speed Racer presque. Et je pense qu'ils reviennent de loin, du coup, les Wachowski, et ils sont oubliés, la saga Matrix, etc. C'est presque oublié du public, c'est dans les films cultes de ce public-là, mais les cinéastes qui l'ont fait, ils sont plus dans leur cœur. Ouais, surtout qu'en plus, pour Matrix, il y a quand même eu l'impact négatif auprès du public de Matrix 2 et de Matrix 3 qui... Voilà, tu vois, aujourd'hui, quand tu cites Matrix à quelqu'un, forcément, on te dit tout de suite ouais, Matrix, c'est que le premier et pas le 2 et le 3, malheureusement, quoi. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui a joué dans la balance, quoi. Après, le problème, c'est que les Wachowski, justement, ils peuvent plus fonctionner que sur leur nom, puisque quand le Matrix Reloaded des Révolutions était sorti,
on avait le côté Matrix, mais on avait le côté visionnaire des Wachowski, où ils avaient imprimé leur nom comme marque de projet, mais avec le, on va dire, quand même semi-échec, puisque ça a quand même bien fonctionné au box-office, Trilogy des Révolutions. Après, quand est sorti Speed Racer, vu que c'était un ovni visuel, les distributeurs, ils savaient pas comment le vendre, donc ça a été balancé, quasiment balancé à la poubelle. Peu de personnes l'ont vu en salle, ça s'est plus ou moins rattrapé en vidéo, mais pas tant que ça. Cloud Atlas, même chose, c'est issu d'un livre et tout ça que pas tout le temps de personnes a lu, et pareil, le nom Wachowski ne fonctionne pas encore. Mais tu parlais tout à l'heure des Gardiens de la Galaxie qui étaient sortis 5 mois avant. Faut rappeler aussi que Jupiter Ascending était prévu pour sortir au mois de juillet 2014. Normalement, le film était censé être prêt à ce moment-là. Ils ont invoqué comme quoi les effets spéciaux n'étaient pas terminés, ou peut-être la conversion 3D, mais en tout cas il était prévu pour juillet 2014, et peut-être qu'ils l'ont décalé pour éviter qu'ils se retrouvent face aux Gardiens de la Galaxie ou autres blockbusters américains, et sortent en février, donc début février, où pour le coup il n'y a vraiment aucune concurrence côté blockbuster. Il y a Bob l'éponge, mec. Oui, bon, c'est vrai que ils vont prendre un peu cher au niveau du box-office américain à cause de Bob. Il y a un côté machine marketing aussi. Les Gardiens de la Galaxie, ils ont toute la puissance de Disney et de Marvel derrière eux. Et donc, du coup, quel que soit le film, ça aurait été vendu, c'est vendu à mort. Jupiter Ascending, le studio, quelque part, s'en fout. Warner Bros. Fait pas de promotion autour. Ils se contentent du minimum syndical. Et je pense que si le film, les gens vont passer aussi à côté du film, il y a aussi parce qu'ils vont pas en entendre parler. Nous, on en parle, nous, on sait de quoi il s'agit parce qu'on est dans le milieu, on est à Paris, c'est particulier. Mais une fois que tu es, je pense que ma belle-mère, au fin fond de l'Auvergne, Jupiter Ascending, elle en entend pas parler, quoi. Ça arrive pas jusqu'à elle. Donc, il y a une espèce de paradoxe aussi entre le côté marketing où on te vend un film pour les Gardiens de la Galaxie à mort, et pour l'autre où on t'en parle pas, et finalement, bah, si t'es pas dans un petit milieu, tu es pas au courant que ce truc arrive. Alors que le public, moi je crois penser que le public est quand même assez friand, parce que moi j'ai fait la première séance au Hall à Paris mercredi, qui est la séance du matin qui est censée donner une tendance, et la salle elle était quand même pleine au tiers. Les gens venaient, ce qui n'est pas un mauvais chiffre. Donc du coup, les gens ne sont pas désintéressés du genre. À mon avis, c'est plus un aspect commercial et marketing. Justement, comment vous expliquez la réticence, en fait, comment vous la voyez, la réticence d'un studio comme Warner à avoir du mal à vendre un tel film? Alors que sur le papier, c'est du space opéra, il y a quand même Channing Tatum et Mila Kunis qui ne sont pas les plus grosses stars du monde, mais qui ont quand même un peu leur réputation, que ça promet du grand spectacle. Pourquoi est-ce que ce film-là, par exemple par rapport à Interstellar, qui est aussi un projet original, aurait du mal à se vendre? Je sais pas, c'est comme on dirait la peur de l'inconnu, quoi, parce que justement Interstellar a été vendu sur le nom de Nolan, et je pense que tous les prochains films de Christopher Nolan se vendront sur le nom du réalisateur, le fait qu'il ait fait les Batman, Interstellar, Inception, tout ça, et le gars, c'est un auteur, on en pense ce qu'on veut de lui, mais il a su imposer une marque, un visuel, et c'est pareil que Michael Bay. Son prochain film de Michael Bay, on saura que c'est tel auteur qui a fait ce film-là, et les gens iront le voir ou ne pas le voir en fonction. Mais le problème des Wachowski, c'est ce que disait Marc tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas fait suffisamment de films, ils ont fait des films extraordinaires visuellement, qui ont imposé une marque, qui ont des thèmes et des obsessions similaires, mais qui font pas forcément tilt dans la tête de tout le monde quand on y pense, quoi. D'autant plus que je pense que pour Jupiter Ascending, il y a un truc qui me fait penser pas mal à ce que disait Jodorowsky à propos de son Dune, quand il a essayé de le refourguer au studio américain. Les studios américains, ils ont répondu c'est trop. C'est trop, on sait pas quoi en faire. Et je pense que c'est pareil pour Warner, c'est-à-dire qu'ils ont financé le film, ils se retrouvent avec ce film fini, ils le voient. Pour moi, ils ne savent pas quoi en faire, parce que c'est un film qui va trop loin. Il n'a pas été autant financé que prévu, parce qu'à la base, je ne sais pas si tu avais entendu parler, ils avaient prévu de créer un espèce de nouvel effet façon bullet time. Et en fait, le film aurait coûté 270 millions de dollars, ce qui était juste pas possible, donc ça, ils ont dû couper. Le premier script faisait 3 heures, pour des raisons budgétaires notamment, ils ont dû couper. En fait, le film qui est aujourd'hui en salle, qui coûte quand même 175 millions, c'est pas non plus tel que eux le pensaient à la base, quoi. Mais voilà, je pense qu'ils sont engagés à faire un film qu'ils n'ont pas compris où ça les emmenait. Et là, ils se retrouvent avec un film qu'ils ne savent pas vendre, parce qu'ils ne sont pas sur un terrain inconnu. Et que Warner, à côté, c'est la firme qui produit les Nolan, justement, et que sur les Nolan, ils arrivent sur un terrain inconnu. C'est facile pour vendre Interstellar, tu dis que c'est le successeur de 2001 et Gravity. C'est plié. Donc, pour toi, c'est dû au fait à l'originalité pure du projet ? Le fait que ça soit 100% original et que ça soit total, c'est-à-dire que c'est un univers total, inédit, qui est
riche en couleurs, qui est une sorte de pâte, je sais pas comment dire, un peu kitsch, assez assumé, et ça les gens, j'imagine, n'en veulent plus. Parce que dans ce cas-là, tu peux aussi faire la comparaison avec un truc comme Pacific Rim qui est d'habitude référentiel en fait. Mais peut-être. Mais vas-y. Mais après, Pacific Rim, ça n'a pas fonctionné aux États-Unis justement. Ça a fonctionné grâce à la Chine et au box-office international. Et je pense que c'est sur cette optique-là que se prépare Jupiter Ascending niveau box-office. Ça risque de faire un four aux États-Unis, mais Russie, Chine, ils peuvent rapporter beaucoup de sous-sous. Est-ce que les Wako n'ont pas aussi une réputation un petit peu, avec tout un tas de guillemets, mais un petit peu négative justement, parce qu'ils ont sorti les 2 derniers Matrix pour lesquels les gens ont des griefs. Il y a Speed Racer qui est un peu compliqué parce que c'est du dessin animé live et ça a beau être un film d'enfer, c'est aussi le genre de truc dont on ne sait pas quoi faire. Ils sortent Cloud Atlas, qui est aussi un film alambiqué et qui est aussi difficile à vendre. Donc les mecs, ils arrivent avec du space opéra qui, à mon sens, est quand même beaucoup plus simple que les 2 précédents. Mais ils ont quand même une petite réputation négative. Et donc chez Warner, on a un petit côté oh, mon Dieu, les Wachowski, on ne sait pas quoi en faire. Ces gens-là sont trop bizarres pour nous. Non mais c'est vrai parce que ces mecs-là, ils sortent un peu de leur Australie en 99 avec un film qui a complètement révolutionné déjà la manière dont on voyait l'informatique au cinéma et les effets spéciaux. Ils ont imposé une nouvelle norme, pareil, en 2003, quand on regarde encore aujourd'hui Trilogie des Révolutions, les effets spéciaux tiennent encore, il y a une vraie recherche du spectaculaire et du grand cinéma comme on faisait à l'époque, et ils sont toujours dans cette tradition-là de toujours pousser les limites de ce qu'on peut faire visuellement à l'écran, et chaque film est un champ d'expérimentation visuelle pour eux, quoi. Ouais, surtout que moi j'avais entendu, je sais plus qui me disait ça ou je sais plus si je l'avais vu sur internet, enfin bref, quelqu'un qui avait pris un peu la température autour de lui vis-à-vis de la sortie de Jupiter Ascending, qui avait demandé un peu aux gens autour de lui ce qu'ils pensaient du film, et en fait il avait eu 2 réactions qui étaient assez marrantes. La première c'était ouais, non, ça a l'air d'être une sous-copie de Star Wars, et la deuxième c'était ouais, mais c'est les mecs qui ont fait Matrix, ça va encore être super compliqué quoi. Tu vois, donc en fait c'est un peu étrange, mais justement à propos de Star Wars, est-ce que quelque part, parce qu'on parle du space opéra, mais le space opéra, on va dire fantaisiste, on n'a pas eu tant que ça. On a fait une liste tout à l'heure pour essayer de voir un petit peu en rétrospective, et les grands noms, ça reste quand même Star Wars, Star Trek dans une certaine mesure, et après c'est un peu le vide intersidéral. Est-ce que justement l'impact, la popularité et la puissance de la franchise Star Wars, quelque part, n'a pas un peu coupé l'herbe sous le pied du genre pour les autres gens qui voulaient se lancer dedans? Bah, je vais prendre la parole en tant que spécialiste de Star Wars. Je vais parler du 4. Non, en fait, Star Wars, pareil, bah, en 77, quand c'est sorti, c'était une tentative parmi aucune qui avait été faite à l'époque, où Lucas voulait raconter une histoire... on va dire du chevalier, du preux et jeune chevalier qui va se découvrir des grands pouvoirs et une quête pour sauver la princesse et combattre le roi maléfique, et tout ça dans l'espace, et pareil avec un champ d'expérimentation visuelle au niveau des effets spéciaux, et de nous livrer quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Ça a fait un méga succès, ça a créé toute une vague après sur comme quoi la science-fiction et le cinéma bis dans l'espace, ça peut fonctionner aussi. Après, c'est difficile à dire puisque Lucas, il s'est un peu servi partout. Il s'est autant servi dans les cultures occidentales et japonaises que dans la littérature de science-fiction, autant chez Clarke que sur la saga John Carter, quoi. Donc après, c'est selon tous ceux qui suivront après Star Wars, qu'est-ce qu'ils auront à apporter en plus ou de différent par rapport à cette norme qui s'est imposée d'elle-même. Et aujourd'hui, on est en 2015 et on compare encore à Star Wars, alors que Star Wars va revenir à la fin de l'année sur le grand écran. Donc savoir comment déjà la franchise Star Wars va perdurer bientôt, et comment ceux qui sont en face, on va dire ceux qui sont aujourd'hui, qu'on a quoi, bientôt on a déjà les Gardiens de la Galaxie qui sont en espace, on va avoir les Avatars dans 2 ans, 3 ans. Donc comment toutes ces franchises déjà dans l'espace, comment elles vont survivre bientôt, quoi. Moi, je vais un peu dans ton sens, où je pense que Star Wars, avec l'aura que le film a maintenant, c'était peut-être pas la même chose en 80, en 83 quand ils sont sortis. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, Star Wars c'est un peu cassé le jeu, quoi. Comme on dit maintenant, le film est un peu au-dessus du game, et du coup quand tu sors un space opéra
de pure fantasy, donc qui ait aucun lien avec la Terre, vraiment complètement, vraiment du fantastique pur, forcément on compare à Star Wars, et forcément la comparaison elle est difficile quoi. Et du coup, je crois que les gens sont un peu frileux avec ça. Je pense que dans quelques années, on aura sans doute le même genre de souci avec Le Seigneur des Anneaux, où chaque fois que quelqu'un voudra se lancer dans de la fantasy à la Tolkien ou ressemblante, on va comparer ça avec l'œuvre de Jackson et on va se dire « Oula, le mec, il est déjà au-dessus, donc du coup, c'est un peu compliqué pour tout le monde, quoi. » Et vite fait, par rapport, comme tu disais, par rapport à Star Wars, Star Wars, c'est une galaxie lointaine, très lointaine. Donc pareil, c'est un petit peu ça aussi que veut nous vendre Jupiter Ascending. Mais quand on voit que Star Trek, c'est censé représenter le futur de l'humanité, quand Abrams arrive, le premier film, c'est Star Trek version Star Wars. Il veut faire son Star Wars à lui avec Star Trek. Et la franchise, elle a changé complètement de direction récemment parce que peut-être que ça rassure les gens de voir de l'épique, de la fantasy, des choses qui explosent dans l'espace, quoi. Et pourtant, c'est d'autant plus paradoxal, je trouve, puisque, en ce qui me concerne du moins, à aucun moment devant Jupiter Ascending, j'ai vraiment pensé à Star Wars, en fait. Ça ne m'est pas venu, et moi, si j'avais un truc, à nouveau, que j'avais en tête pendant tout Jupiter Ascending, c'est Dune. Ouais. C'est à Dune que me faisait penser Jupiter Ascending, pas forcément le David Lynch, mais le projet de Jodorowsky, et puis le côté univers énorme qu'il y a dans le bouquin de Frank Herbert. Mais, je veux dire, artistiquement, déjà, ça m'a pas toujours fait penser à Star Wars, sauf quelques éléments. On pourrait repenser au design de la prélogie ou des trucs comme ça. Et même dans le fond, la quête, la manière d'envisager le fond du système, le fond des différents clans qu'on voit dans Jupiter Ascending, c'est pas la même chose qu'il y a dans Star Wars. Donc la comparaison, je la trouve un petit peu forcée, tout ça parce que ça se passe dans l'espace, parce que c'est riche en couleurs, parce qu'il y a des batailles et tout. Mais la comparaison avec Star Wars, je la trouve un petit peu forcée, en fait. Et justement, comment ça se fait avec un univers aussi original et qui ne serait-ce que dans sa direction artistique, prend par le contre-pied total d'un Star Wars qui essaie quand même d'avoir un point de vue assez pratique, entre guillemets. Pourquoi est-ce que justement ça attire pas les gens, ça ? Pourquoi est-ce que, à ton avis, le fait d'un seul coup d'avoir un truc complètement nouveau, ça passe complètement inaperçu ? Je sais pas, il y a une sorte de... Il y a un truc curieux autour de ça, et je pense que ça se ressent avec Avatar. Parce qu'Avatar, ok, c'est sorti en... parce que justement, c'est vrai qu'en contrepartie, il y a le succès d'Avatar, qui est aussi un projet 100% original, quoi. Il y a le succès donc, d'Avatar qui est sorti en 2009, si je dis pas de bêtises, donc c'est il y a 6 ans maintenant. Déjà. Et pourtant, j'ai l'impression que 6 ans après, du moins quelques années après, maintenant il y a une sorte de rejet d'Avatar. Ouais. Les gens aiment de moins en moins Avatar, c'est beau, c'est Pocahontas dans l'espace, moi j'ai l'impression, quand je parle parfois aux gens, il y a une sorte de rejet d'Avatar, et même si le film a rapporté 2 milliards, ou peut-être plus, je sais plus, de dollars dans le monde, il n'a plus l'aura artistique qu'il avait à sa sortie, et finalement j'ai l'impression que les goûts du public se sont réorientés vers autre chose, donc vers deux univers différents. Donc d'un côté le public aime voir les productions entre guillemets, j'insiste sur les guillemets, les productions sombres, réalistes, machin, Interstellar, la Dark Knight, et l'autre côté Avengers. Mais j'ai l'impression que ces deux voies différentes dans lesquelles le public aime les deux ne laissent plus de place pour Avatar, qui a été oublié, laissé derrière. Tout le monde y repense, mais je sais pas si les gens... Et je pense que c'est pareil pour Jupiter Ascending, ça fait un blocage. Est-ce que c'est pas un peu de la pause finalement, tu vas te dire, comme Avatar a été un succès à la planète Terre, qui a parlé à tous les gens, et que qu'importe les générations, qu'importe les cultures autour de la planète, tout le monde a été voir. J'ai l'impression que c'est un côté un peu très français de dire ouais, Avatar machin, et que finalement c'est quand même des types qui ont été le voir 3 fois en salle et qui retourneront peut-être voir 3 fois le prochain, tu vois. C'est possible. Que c'est que de la pause au final, ouais. C'est possible. Mais maintenant, la différence aussi, c'est que bon, Avatar, ça pouvait s'appuyer sur le nom de James Cameron, et à nouveau, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les Wachowski. James Cameron, il ressortait de Titanic, alors ok, il y a presque 10 ans, ouais. Il y a presque 10 ans d'écart entre Titanic et Avatar. Néanmoins, quand ils ont vendu Avatar, il s'est encore vendu sur le nom de James Cameron. C'était le premier truc sur lequel ils vendaient le film. Et justement, tu penses pas qu'il pourrait y avoir cet effet-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cet effet-là sur Star Wars ? Le fait que, imaginons, on peut quand même, sans trop se mouiller, se dire que le prochain Star Wars de Abrams va tout péter au box-office. Et il pourrait y avoir cet effet-là, tu vois, de dire, les gens disent, ouais, en fait, Star Wars, c'est une histoire de pauvres chevaliers dans l'espace. Là, je reprends la parole. Par rapport à ça, justement, toute la question de Star Wars est là. Star Wars, c'est une marque qui s'est imposée dès 1977, mais qui a été contestée très rapidement. Lucas, qu'est-ce que tous les fans veulent de Star Wars ? Ils veulent Star Wars, mais sans George Lucas.
c'est un créateur contesté, contrairement à James Cameron, contrairement à Peter Jackson. Oui, mais ça n'a pas empêché la prélogie de marcher. Exactement. Comme ça n'a pas empêché Hobbit de marcher quand Jackson il s'est lancé là-dedans. Donc il y a une partie des fans qui ont continué là-dedans, d'autres qui se sont remis ça en question et d'autres qui étaient complètement contre. Sauf que sur Star Wars, dès on va revenir à l'édition spéciale de 97, à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de grande rupture avec les fans de l'ancien temps et il y a eu quand même 30 ans qui se sont passés et donc il y a eu plusieurs générations qui sont passées par là où il y a vraiment eu un détachement. Que là, James Cameron, pareil, ceux qui avaient découvert James Cameron avec les Terminator, Abyss, tout ça, ont emmené voir avec leurs enfants, ils sont allés voir Avatar et la nouvelle génération connaissait pas du tout James Cameron pour le coup. Donc après Star Wars, maintenant que c'est dans les mains d'autres personnes que George Lucas, on verra comment ça marchera, mais je pense que Star Wars ne fonctionnera que parce que c'est Star Wars, que parce que ça commencera par il y a bien longtemps d'une galaxie lointaine, très lointaine, et avec le texte déroulant, et ça fera plus d'1 milliard au box-office mondial. Ouais, moi je suis d'accord avec ça, je pense que Star Wars a ça de particulier, que finalement c'est un film où le nom du réalisateur n'a pas tant d'importance que ça. C'est vraiment l'univers en soi, l'histoire que ça raconte, les personnages. Alors, on a beau aimer ou pas aimer George Lucas, finalement, surtout maintenant en 2014 avec tout ce qui est 2015 même, avec tout ce qui a été fait autour de Star Wars, finalement Lucas il n'est pas considéré par tout le monde comme le père d'eux, et on peut se détacher de ça et on voit pas ça comme le nouveau George Lucas. Du coup, le fait qu'il passe dans les mains de l'un à un autre, moi, de Lucas à Abrams, moi ça me pose pas de souci. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça posera pas de souci parce qu'ils se rattachent à la mythologie et pas au nom du réalisateur. Après, Abrams, il a été plus ou moins au début contacté en tant que faiseur comme chez Marvel on contacte Kenneth Branagh pour Thor. Mais après, est-ce que la patte Abrams va jouer énormément dans le visuel sûrement, vu ce qu'on a vu déjà du trailer. Mais après, qu'est-ce que ça va donner quand il y aura Rian Johnson sur l'épisode 8 et tout ça? Est-ce qu'on va continuer dans la même veine visuelle ou est-ce qu'on reviendra plus au classicisme qu'avait imposé Lucas? C'est difficile à dire, que justement chez les Wachowski il y a vraiment un style visuel permanent et des thèmes récurrents qui crée une certaine unité dans la filmographie, et Star Wars ça est toujours autre chose. Ouais, sur le futur de Star Wars, bon, pour le moment on n'en sait rien, mais moi je pense que Kathleen Kennedy elle vise quelque chose de très classique avec les épisodes 7, 8 et 9, et à mon avis elle va essayer de faire de l'expérimental avec les spin-offs. Je pense que s'ils ont embauché Gareth Edwards, c'est un peu pour ça. C'est pour essayer de proposer des choses un peu différentes. Warner Bros avait une idée un peu à une époque comme ça, quand ils avaient embauché Alfonso Cuarón sur Harry Potter. Ils avaient réfléchi après à d'autres réalisateurs qui pouvaient apporter chacun quelque chose de visuel et de très différent d'un épisode à l'autre. Ça s'est pas fait et ils sont revenus à du classique, mais je pense que sur Star Wars on va avoir ça. On va avoir un film classique, un film expérimental, un film classique, un film expérimental, etc. Et justement, on parlait de cette familiarisation et de l'impact de Star Wars. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer que le space opera finalement il soit aussi peu représenté, alors que Star Wars a défoncé la baraque et à l'époque il y a quand même eu un engouement post-Star Wars où Disney a couru après le succès de Star Wars en essayant de faire son Star Wars, ça a fait faire couler le studio, etc. Et on pourrait se dire, on cite Jupiter Ascending qu'on peut comparer, on cite Star Trek, mais en fait à côté il n'y en a pas tant que ça. Et pourquoi est-ce qu'un genre aussi populaire est aussi peu représenté au cinéma? À l'ombre des grands chaînes, quoi. C'est compliqué de pousser, hein. C'est-à-dire quand un exemple que moi j'aime beaucoup, c'est les Chroniques de Riddick. Ouais, oui, aussi les Chroniques de Riddick. Ouais, qui est sorti en 2004, 2003, 2005. En 2005. Voilà, donc on sort de Pitch Black, qui était un film enfin un budget, petite série B, ouais. Voilà, budget réduit, on va dire. On arrive sur les Chroniques de Riddick qui tranchent complètement, c'est-à-dire ce n'est plus un film de genre, c'est plus une sorte de survival spatial, ça devient la fresque opératique, spatiale, avec un univers tonitruant, des designs, il y a certains trucs, on dirait que ça vient d'Enki Bilal, il y a la musique qui en fait des caisses et tout, enfin moi j'aime beaucoup. Mais voilà, film à $100 millions qui a été quand même un échec assez cuisant monumental, ouais. au box-office. Et je pense que, juste par rapport à ce genre d'exemple, c'est pas le seul d'ailleurs, hein, mais ce genre d'exemple, je pense que ça calme beaucoup les gens pour produire d'autres trucs du même genre. Et c'est un peu pareil d'ailleurs pour le Dune de David Lynch aussi. Je pense que ce sont des échecs qui refroidissent tout le monde ensuite.
parce que voilà, à chaque fois, ça va toujours être amené Star Wars, Star Trek, peut-être Ouais, mais Avatar. quand tu regardes les Chroniques de Radix, je pense que la différence fondamentale avec un film comme Star Wars, c'est que ça s'adresse pas à tout le monde. C'est quand même un film un peu adulte, un peu noir, un peu bon, tu vois, Vin Diesel, testostérone, je t'en mets plein la gueule et tout ce que tu veux. Mais genre, quand je fais la comparaison avec Star Wars en disant qu'il y a eu peu de films post-Star Wars, c'est que j'ai pas l'impression que quiconque s'est dit on peut à notre tour faire un film dans l'espace, pas candide, mais un peu, tu vois, un peu enfantin, un peu chevaleresque, machin, quoi. Et pourquoi justement ça, quoi, alors que aujourd'hui tu regardes les super-héros, tout le monde veut faire du super-héros, alors tu pourrais très bien dire aussi, il y a Marvel en face, on peut pas faire gaffe à Marvel, quoi. Même en mettant les Chroniques de Riddick de côté, on va reprendre un autre exemple. Voilà, je vais reprendre l'exemple de John Carter. Donc là, on est à nouveau dans le conte fantastique, le prince élu qui va sur la planète, machin, il rencontre la princesse, il y a l'Empire du Mal, il y a les gentils, les méchants, bref. En plus, qui vient d'un bouquin majeur de la science-fiction, le film, il s'est rétamé, il a été dans l'ombre d'Avatar. Il s'est totalement rétamé, et ça, il a carbonisé Andrew Stanton pour les 10 années à venir. Qui est reparti depuis faire la suite de Nemo. Non, mais après, justement, Space Opera, ça coûte beaucoup d'argent à investir dedans. Ouais, mais regarde, les films de super-héros aujourd'hui aussi coûtent de l'argent. Oui, mais les films de super-héros, ils sont investis maintenant à la chaîne. On en produit 10 d'un coup, et puis on sait d'office quasiment que ça va marcher. Justement, Marvel, c'est pas du tout un artisanat, c'est une véritable industrie. On produit des films à la chaîne qui se ressemblent quasiment tous, où on a quasiment les mêmes techniciens sur tous les projets. Donc on n'est plus vraiment dans ce petit côté savoir-faire qu'Andrew Stanton avait voulu faire sur John Carter, où il voulait superviser toutes les phases de la production. Mais après, justement, pour moi, l'un des problèmes de John Carter, c'est qu'il arrivait donc après Star Wars, après Avatar, après tous les autres films de science-fiction qui avaient pillé comme c'est pas possible toute l'œuvre d'Edgar Rice Burroughs. Et contrairement à Wachowski, il n'a pas su apporter la chose ou le truc en plus qui pouvait le distinguer du reste. Parce que le problème, il arrivait après, il racontait la même chose que tous les autres avaient raconté avant lui, malheureusement, et il aurait dû essayer de trouver le petit style visuel, le truc en plus, qui aurait fait de John Carter vraiment quelque chose de solide, et il aurait pu raconter sa trilogie après, quoi. Je suis un peu d'accord avec ça, dans le sens où je pense que le space opéra, par rapport à tout un d'autres choses, c'est compliqué à produire en fait. Ça demande de la thune, ça demande plein de choses qui paraissent idiotes, mais du production design un peu compliqué, ça demande forcément des costumes, des décors un peu hors normes. Finalement, tourner Avengers, tu as besoin de pas grand chose, hein, une rue dans New York, du fond vert et 3 Gus et ILM qui font le boulot derrière. C'est pas si compliqué à mettre en œuvre que ça. Alors que le space opéra, il y a vraiment un côté créatif et qui demande du talent, qui demande de la thune, qui demande des choses. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, on est quand même dans une époque où on adapte plein de choses et finalement, il y a tout un tas de bouquins de SF qui n'ont jamais été adaptés et qui pourraient très bien l'être, tant qu'à adapter des trucs et à sortir du carcan de univers original, etc., parce que ça fait peur aux producteurs et qu'on ne sait pas comment les vendre, adapter les Cantos d'Hyperion, adapter Fondation, il y a plein de choses à adapter qui pourraient être portées à l'écran. Fondation, sans projet. En série télé, à gros budget, mais c'est en projet. 3000 ans aussi. Et 3000 ans aussi. Et justement, est-ce que la série télé, quelque part, ça pourrait pas être le salut du genre? Parce que là, les Wachowski, qui sont donc partis pour on l'espère pas, mais pour se planter plus ou moins avec Jupiter Ascending au box-office, ils sont partis aussi derrière pour enchaîner avec une série sur Sense8. Est-ce que, quelque part, la HBO va produire Westworld? Bon, je pense pas que ce soit un space opera à proprement parler, mais est-ce que on pourrait pas imaginer, justement, une espèce d'oasis pour le genre là-bas? Après, par rapport à la série télé, je pense que c'est même pas spécifique au genre. C'est dans quelle mesure ça recoupe plus de genres et plus de cinéastes que ça. C'est dans quelle mesure la série prend le relais ou non par rapport au film. Et en dehors du space opéra, quand on voit que Steven Spielberg a du mal à se faire produire au cinéma, mais que la série ou le téléfilm lui laisse plus d'opportunités. On rappelle que Lincoln avait failli être un téléfilm HBO. Pareil pour Steven Soderbergh. Il y a une quantité de projets comme ça qui ne trouvent plus matière au cinéma,
sans pour autant que ce soit des trucs de SF, mais évidemment, comme la SF c'est très coûteux. Oui, mais regarde par exemple, parce on parle depuis tout à l'heure de la SF et du space opéra en expliquant combien c'est un genre qui est cher à produire. Et mine de rien, la télé, ça a été un terreau absolument incroyable justement pour le space opéra. Star Trek est né à la télé, il y a Farscape, il y a Babylon 5, il y a la série Battlestar Galactica aussi. Il y a Battlestar Galactica. Justement, qu'est-ce qui fait qu'à la télé, étrangement, ça marche et c'est plus foisonnant qu'au cinéma? La plupart des séries que tu as citées quand même sont pas toutes récentes. Oui. Et bon, j'avoue, en ce qui me concerne, je suis pas forcément un grand connaisseur de ce qu'on a fait à la télé ces dernières années. Mais néanmoins, il y a, commercialement parlant en tout cas, il y a un argument assez différent maintenant entre la série et le film en ce qui concerne le space opéra par exemple. Et ça joue, j'imagine, c'est la 3D. Parce que aujourd'hui, tous les films de science-fiction, ou presque, évidemment il y a Interstellar, c'est pas en 3D, mais tous les films de science-fiction, ou presque, sont en 3D. Alors ok, les télés peuvent faire 3D, mais il y a peu de gens qui ont des téléviseurs 3D, et encore moins de gens qui ont des lunettes 3D quand ils ont un téléviseur 3D. Et je pense que, comme aujourd'hui c'est automatique de faire un film de science-fiction en 3D, quelque part ça induit l'automatisme de la salle, de le faire en salle. Enfin, je vois ça comme ça. Il y a un autre aspect, c'est que je pense que le téléspectateur est plus souple en matière de résultats que le spectateur de cinéma. Comprendre que si c'est cheap à la télé, c'est pas grave. Si c'est cheap au cinéma, c'est plus gênant. Il suffit de prendre Firefly. Firefly, quand tu regardes comment c'est tourné avec 3 bouts de ficelle. C'est un décor à la con, il y a une entrée de vaisseau, le reste c'est du carton-pâte. Enfin, si tu prends chaque épisode séparément, visuellement, Firefly, c'est quand même assez dégueulasse, quoi. Après, il y a des personnages cool, il y a d'autres qualités sur lesquelles les gens se reposent, et si on voit un peu de fond vert et si les détourages sont un peu ignobles, ben, quand c'est à la télé, tu es un peu plus souple dans ta manière de consommer. Après, tu parlais justement du space opéra et science-fiction à la télévision, mais est-ce que les films politiques marchent au cinéma ? On parle de House of Cards qui est un méga succès chez Netflix. Est-ce que l'heroic fantasy fonctionne beaucoup au cinéma aujourd'hui ? On voit le succès de Game of Thrones chez HBO. Pareil pour AMC avec Breaking Bad, sur tous les films un peu sur la drogue et tout ça. On voit que c'est pas forcément un genre spécifique qui fonctionne et qui ne fonctionne pas selon si c'est au cinéma ou à la télévision. Je pense que maintenant les grandes nouvelles chaînes privées, AMC, HBO, ils ont changé complètement la donne à ce niveau-là. Et aujourd'hui on parle d'une adaptation live de Zelda chez Netflix, et là beaucoup de gens tout d'un coup sont très intéressés, alors que les dernières adaptations de jeux vidéo c'était encore les Resident Evil au cinéma, et que dès qu'on parle d'une adaptation de jeux vidéo au cinéma, tout le monde est réticent parce qu'on ne pensait qu'à ça, et tout d'un coup on pense à Netflix qui va faire Zelda, et là tout d'un coup tout le monde est enchanté. Je pense aussi que c'est dû au fait que la série télé, le format en fait impose plus de liberté au niveau de la narration, et que les contraintes, tu vois, d'un film qui forcément quand il coûte plus d'une certaine somme est obligé de passer par des étapes qu'on a vues des milliards de fois, quoi. Après visiblement c'est un peu plus cheap, mais on peut raconter aussi quelque chose de beaucoup plus long. Voilà. Après pour ce qui est intéressant sur Jupiter Ascending, et là où peut-être il y a une sorte de parallèle à faire, c'est que aussi déjà quand j'ai vu Jupiter Ascending, il y a quelque chose à quoi ça m'a fait penser, c'est Stargate, parce que dans les deux il y a un rapport à la mythologie terrestre dans les deux films. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc du coup ça ouvre sur un univers extrêmement vaste, parce que les mythologies se recoupent d'une culture à une autre, etc. Et Stargate, donc quand le film est sorti, ensuite il a été adapté en série télé, puisque on a le film qui a la graine, le noyau, machin truc, et la série qui permet d'explorer toutes les possibilités de l'univers. Est-ce que justement ça serait pas ça intéressant sur Jupiter Ascending, puisque ceux qui ont aimé, j'imagine, aimeraient bien en avoir un peu plus sur l'univers. On aurait voulu avoir un film plus long ou peut-être avoir une suite, etc. Mais du coup, là, la série peut être éventuellement intéressante pour que le film Jupiter Ascending, je trouve que ça fait un excellent point d'entrée en film. Ça aurait peut-être pas été le cas en série, je sais pas, ça serait peut-être sorti dans Indifférence Générale si ça avait été un pilote de série, j'en sais rien. Et du coup, là, ça peut peut-être être augmenté dans une série. Là, la série, elle peut être intéressante. Bah ouais, il faudrait que Sense8 éventuellement casse la baraque chez Netflix, puis que pourquoi pas. C'est vrai aussi que la télé maintenant, faire de la télé maintenant, c'est moins insultant qu'il y a quelques années où on trouvait « Oh mon Dieu, je fais de la télé, c'est dégueulasse ». Non, du coup, ça ouvre des possibilités auxquelles on pense maintenant et on ne pensait pas avant. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, moi, Jupiter Ascending en série télé, je trouverais ça cool. Il y a
Et on commence à percevoir sur certaines productions, alors je m'éloigne un peu du space opéra, mais le dernier Disney, Les Nouveaux Héros, pour moi c'est typiquement la franchise parfaite pour continuer à la télé. Ils ouvrent un univers en salle, ils attirent des gens, le public se fait plaisir, et après on continue autrement. Et là je pense que ça pourrait marcher. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que pour Game of Thrones, ils ont fait une projection spéciale des 2 derniers épisodes de la dernière saison et des 2 premiers de la future dans les salles IMAX. Donc, qui nous dit que dans 5 ans, il n'y aura pas des diffusions de séries télé sur les grands écrans, dans les salles de cinéma, étant donné le succès que ces projections, en tout cas ces séances tests pourraient faire revenir. Parce que qui nous dirait d'aller vendredi ou samedi soir au cinéma, voir un épisode de Game of Thrones ou je sais pas, True Detective sur grand écran, la possibilité est là. Et je pense que le public pourrait être demandeur. Mais après, ça va changer complètement le système. C'est aussi pour ça, dans un autre genre, que Marvel et Netflix pensent Daredevil et Jessica Jones comme faisant partie de l'univers cinématographique. On ne sait pas encore exactement comment ça va se faire et peut-être que ça se fera pas, mais quelque part c'est envisagé parce qu'ils se disent, il y a finalement, le cinéma et la télévision sont des genres qui sont plus éloignés l'un de l'autre que ça. Si on pouvait continuer sur la série télé, il y aurait quand même la question du budget. Tu peux pas appliquer non plus le budget. Tu vois, il y a un moment où effectivement ces deux mondes-là qui ont de plus en plus de corrélations, tu peux pas non plus faire des épisodes à plus de 105. Enfin, tu vois, il y a un moment, ça trouve aussi sa limite comme système. Évidemment, mais bon, je sais pas, c'est difficile puisque, comme disait tout à l'heure Marc, on n'est pas besoin de dépenser énormément d'argent dans les espèces de séries télé, et si ça paraît cheap, ça peut passer auprès du public. Donc est-ce que cette limite pourrait être un peu plus floue dans les prochaines années? Je ne sais pas. Après, c'est vraiment dommage que les gens boudent ou oublient qu'il y ait des films comme Jupiter Ascending qui leur proposent quelque chose d'original pour préférer se réfugier dans des adaptations de super-héros ou autres médias, des biopics et tout ça. Parce que là-dessus, il y a aussi un contraste, c'est-à-dire que quand tu donnes le micro, la parole aux gens, en général, ils disent « Ouais, on en a marre des suites en chaîne, on en a marre des franchises en chaîne ». Toujours est-il que tu prends le box-office 2014, les plus gros succès s'appellent Transformers 4, Hunger Games 3, Maléfique, machin. Est-ce que quelque part, il n'y aurait pas eu un moyen de vendre... La question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de vendre un film comme Jupiter Ascending s'ils avaient mis une puissance marketing réelle? Est-ce que tu crois pas que s'ils avaient vraiment foutu des pubs partout, imaginons un affichage à la hauteur de celui d'Interstellar, je pense par exemple, est-ce qu'il n'y avait pas eu moyen, en communiquant mieux, d'amener les gens en salle, ou est-ce que tu penses que c'est cramé et que en fait, quelque part, l'imaginaire, ce type d'imaginaire, a définitivement des œillères par l'ombre de Marvel, par l'ombre de Star Wars et par l'ombre de tous ceux qui sont passés avant? Je pense que on va revenir à John Carter, mais à cette époque-là, la promo avait coûté 100 millions de dollars et ça n'avait pas permis de sauver le film. Comme une année avant, il y avait eu Green Lantern, pareil, qui avait eu Green Lantern, il y avait des raisons. Évidemment, mais qui a eu pareil un matraquage médiatique, et ce qui fait qu'un film soit bon ou pas, même s'il est propulsé partout sur toutes les affiches, les teasers dans les cinémas où il y a un vrai bourrage de crâne des masses, est-ce que ça suit? C'est hasardeux. On ne sait pas si ça peut fonctionner comme ça ou s'il faut le petit truc en plus pour attirer les foules. C'est un peu compliqué, mais les modes de consommation ont changé aussi. Donc du coup, les gens, ce qu'ils veulent finalement, c'est voir le film. Donc, Jupiter Ascending, moi je suis persuadé que s'il était peut-être sorti sur un peu plus de copies, si on en avait un peu plus parlé, peut-être que les salles seraient un peu plus pleines. Je reste convaincu qu'il y a des gens dans le fin fond de la France qui ne sont pas vraiment au courant de ce que c'est, qui n'en ont pas entendu parler plus que ça, et du coup ça sort chez eux, ils vont jeter un coup d'œil par curiosité. À Paris, il y a quelques jours, il y avait Coppola à la Cinémathèque, et il avait parlé justement du futur du cinéma, et lui, il mettait ça en avant. Il disait que les gens, ce qu'ils veulent, c'est voir les films, et que maintenant, la salle, c'est plus forcément une obligation tant qu'on leur permet d'accéder au matériel. Je me souviens plus exactement de la phrase qu'il avait dit, mais c'était autour de maintenant, voilà, il y a Internet, il y a moyen de voir des films en streaming, montrer le film aux gens, et peut-être qu'il marchera davantage. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, pourtant, je trouve que la curiosité du public actuel est 30 fois moindre que la curiosité du public il y a un certain nombre de dizaines d'années. Ouais, parce que justement, il y a le principe du... J'ai l'impression qu'en fait, on fait chauffer aujourd'hui le public pour lui donner exactement ce qu'on lui a vendu.
C'est-à-dire qu'avec des teasers de trailers, des machins, et de dire, vous allez voir, en fait, les gens, j'ai l'impression que c'est à partir du moment où tu leur montres exactement ce qu'on t'a montré sur l'affiche. Totalement. Et qu'au contraire, quand tu fais l'inverse, tu te fais. Totalement, non, mais surtout qu'à l'heure du cinéma numérique, où c'est très facile de distribuer des DCP dans énormément de cinéma, à l'heure de la vidéo qui est répandue partout en DVD, en Blu-ray, à l'heure de la vidéo sur Internet, le VOD, à l'heure du piratage, évidemment. Néanmoins, la curiosité des gens, je la trouve presque du grand public, néanmoins, je la trouve presque néant. Parce que je connais peu de personnes dans le grand public qui vont s'aventurer sur un truc qu'ils ne connaissent pas. Quand c'est Marvel, c'est des bases solides Marvel. Quand c'est Christopher Nolan, ils ont déjà vu les Batman et des trucs comme ça, etc. Mais combien de fois j'ai lu, vu ou entendu que, bon, ils ont vu la bande-annonce de Jupiter Ascending, ils n'ont rien à se raccrocher, ils n'iront pas le voir par curiosité pour se faire leur avis, hein. Honnêtement. En fait, c'est la peur de l'inconnu, c'est l'idée de se dire qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre 10 balles pour un truc qui va les perturber. Là où, quand tu vas voir un Marvel, bon, bah, c'est familier. Et justement, Lana Wachowski faisait le parallèle en interview au New York Times où elle expliquait que le report du film était dû au fait que l'été était devenu une période extrêmement familière et que en fait, proposer un truc original en milieu de cette période-là, c'était du suicide parce que les gens sont en vacances, parce que les gens sont en famille et qu'ils veulent aller voir un truc qui est safe pour les gosses. Et que quand tu vas voir un Transformers 4 qui est quand même quasiment une copie des 3 autres, tu sais ce que tu vas voir. Quand tu vas voir un Dragon 2, bah, t'as vu le premier. Enfin. Et que voilà, et qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que malgré tout, un film comme Avatar cartonne alors que personne ne sait ce que c'est. Mais en fait, c'est un miracle quasiment, quoi. Mais Avatar, néanmoins, déjà 2 choses. Pour les Marvel, les trucs comme ça, il y a un certain nombre de blockbusters, ils vont répondre, ceux qui marchent, ils vont répondre à un cahier des charges. Là, il n'y a pas de surprise, et le cahier des charges, il est explicite, soit parce que la bande-annonce est claire dessus, ou les affiches, ou le marketing, etc. Soit parce que les précédents volets, ou films similaires, témoignent d'un cahier des charges qui sera reporté de film en film sur la suite. C'est pour ça que les Gardiens de la Galaxie, c'est la même structure qu'Avengers, mais dans l'espace, et on peut cocher le cahier des charges de la structure scénaristique du film, la manière de présenter les héros, etc. C'est la même chose. Si tu prends Avatar, t'as un univers déjà qui est plus simple. T'es plus facile à vendre. Déjà, tu te reposes sur un truc connu, voilà, Pocahontas dans l'espace. Non, mais je sens que t'as du mal. J'aime pas dire ça parce que je trouve que c'est simplifier le film, mais bon, c'est pratique. C'est une seule planète, c'est un seul peuple, c'est les Na'vi contre la Terre. L'univers des Terriens, l'univers de l'armée, des Marines, c'est un univers qu'on connaît. C'est à peu près les mêmes Marines qu'il y a dans Aliens, par exemple. Donc l'univers, il est moindre à vendre déjà. Et surtout, si tu regardes la bande-annonce d'Avatar, elle est démesurément longue. La bande-annonce, je l'ai revue l'autre jour, celle de YouTube, elle dure 3 minutes 40. Et il y a tout le film dedans. Donc là, il y a aucun problème, on sait absolument ce qu'on va voir. Alors que ouais, au contraire, pour faire le parallèle marketing avec Jupiter Ascending, en fait, le film réserve quand même beaucoup de surprises et ils en avaient pas montré tant que ça. Ah, bah moi, quand j'ai vu la bande-annonce, il y en a plusieurs en plus de bande-annonces de Jupiter Ascending. À chaque fois, tu découvres un nouveau truc et tout. Et quand j'ai vu le film en salle, je me suis dit, mais l'univers, il est gigantesque. Et ce que tu vois dans 2 minutes de bande-annonce, les 2 minutes de bande-annonce ne peuvent pas se porter garant de ce que tu vas avoir en salle. Et je pense que ça, le public le ressent. Ils voient 2 minutes, ils savent pas trop, machin truc. Du coup, ils disent, ah bon, ça a l'air kitsch, ça a l'air bizarre. Je vais pas voir. D'autant plus que selon les séquences, le film il va dans plusieurs directions différentes. Et ça, une bande-annonce de 2 minutes 30, elle peut pas passer en règle chaque morceau du film. Et ça, c'est difficile aujourd'hui. Et comme tu disais, en même temps, aujourd'hui, les gens ont peut-être moins d'argent. On va dire, bon, c'est la crise, tout ça, voilà. Mais c'est le côté, le spectacle assuré. Ils veulent aller voir un film plus ou moins où ils savent déjà comment ça va se terminer, comment les scènes d'action vont se dérouler, et ils ont envie quand même, la majorité, pas trop moi, mais la majorité veulent savoir comment le film va être. Ils veulent déjà savoir à quoi ça va ressembler, plutôt que d'être surpris, en bien ou en mal. Ils préfèrent avoir le spectacle pour lequel ils ont payé $10, quoi. Ouais, et puis c'est paradoxal aussi parce qu'à côté t'as quand même l'attirance pour les films à twist où on te tend une carotte et tu cherches la carotte, quoi. Oui, mais néanmoins t'as vendu le twist. On t'a vendu le twist. Il n'y a pas de surprise, tu sais qu'il va y avoir un twist. On t'a vendu le truc.
C'est-à-dire que, tu vois, ça m'ennuie de retomber dessus, mais tu vas prendre Interstellar, tu vas voir la bande-annonce, le thème et tout, on t'a vendu qu'il va y avoir un truc autour du concept spatio-temporel. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Et moi j'ai vu le film, ok, en 20 minutes c'est plié, je sais comment. Donc là-dessus il n'y a pas de surprise. Et donc vous pensez que peut-être que éventuellement si on avait voulu que Jupiter Ascending marche mieux, soit il aurait fallu vendre plus le film, m'en montrer beaucoup plus, soit il aurait fallu que le film soit plus simple quelque part. Mais déjà, faut pas qu'il s'appelle Jupiter Ascending, parce que je pense que... Ouais, encore moins Jupiter, le destin de l'univers. Ça y est, on a dit le titre français de ce film. J'allais dire, absolument. Ouais. Encore moins Jupiter, le destin de l'univers, on est absolument d'accord. Allez voir mais qui voilà. Mais déjà, je pense qu'il faut pas l'appeler Jupiter Ascending, parce qu'il y a une sorte de... Je sais pas, une connotation SF mythologique, Jupiter. Moi personnellement, je t'avoue, c'est un tel titre, rien que le titre me fait des guillis dans le ventre. Mais oui, mais parce que. Pas tout le monde voilà. Tandis que. Je sais pas, c'est peut-être un peu réducteur ce que je dis, mais à nouveau, voilà, Interstellar, Interstellar, c'est facile, ça va dans les espaces, ça va dans l'espace, le fin fond, le cosmos, sous le bordel et tout. Les gardiens de la galaxie, boum, Marvel, il y a les galaxies, il y a des méchants, il y a les gardiens, hop. Jupiter Ascending, la descendance de Jupiter, les gens ils partent en courant. Ouais, c'est pas du tout clair. Et puis en plus, on pense que Jupiter est une planète. Enfin, c'est un bordel sans nom. Mais moi, ouais, je reste persuadé que si le film avait été mieux vendu que ça, peut-être que s'il aurait fallu en montrer 4 minutes comme pour Avatar. Et il y avait des trucs à trouver. Pour Avatar, ils avaient mis aussi en avant l'aspect technique. C'était le retour de la 3D. Ça existait depuis très longtemps, mais on remettait en avant la 3D, on remettait en avant la performance capture. On avait fait... moi, je me rappelle, j'étais allé à un truc qui s'appelait l'Avatar Day, où ils avaient montré 15 minutes du film gratos dans plein de salles parisiennes pour le tout venant. Il suffisait de venir faire la queue, tu voyais le film. Je pense que si on avait fait un truc pour Jupiter Ascending comme ça, montrer 15 minutes aux gens, de bonnes scènes d'action bien explosives et tout, ça aurait sans doute mieux marché. Oui, mais après, Jupiter Ascending n'est pas Avatar et les Wachowski ne sont pas James Cameron avec John Lando producteur, où ils sont capables d'investir autant dans le film que dans la promotion. Parce que l'Avatar Day, je sais pas combien de millions de dollars ça a dû coûter. Ça avait coûté un pognon fou. Sur Avatar, c'était 150 millions de marketing, je crois. Ou 200, 150 ou 200. Au moins. Et donc, pareil, je sais pas, parce que même encore, quand on va dans les mauvaises critiques, avec la bonne ou mauvaise foi qu'ils ont, ils attaquent quand même le côté, je sais pas, le maquillage que porte Channing Tatum, ou certains visuels des méchants, ou des gentils, enfin... ils ont du mal à appréhender le côté univers complètement délirant. Ça, justement, c'est assez symptomatique en fait du changement du public, parce que moi je me posais la question, parce que je vois beaucoup de gens se foutre de la gueule de Jupiter, en plus sans l'avoir vu, de ouais, Channing Tatum avec des oreilles d'elfe, il a l'air d'un con, machin, etc. T'as envie de dire, putain, quand même dans Star Wars, il y a un chien géant qui s'appelle Chewbacca, ça dérange personne, quoi. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des conneries comme ça dérangent tu vois, c'est comme Syndrome aussi, on me disait ouais, Lord Balem, il a dit Iron Man, il est ridicule dans le film, il joue comme une tanche. Je suis désolé, je pense pas que Lee Pace dans Les Gardiens de la Galaxie, il joue mieux, sauf qu'il a juste 3 paquets de latex sur la gueule, et pourquoi, tu vois, cette différence-là, quoi. Je pense que c'est une question de croyance dans l'univers, et je sais pas si ça se dit d'acceptation. Pardon, d'acceptation. Pour Star Wars, tu prends le premier, 77 machin, on ressort d'une période extrêmement... Oui, c'est la période qui... Voilà, on sort d'une période extrêmement noire dans le cinéma américain, machin, Nouvelle Hollywood. Les gens, c'est le Vietnam. C'est le Vietnam, on est quand même tombé dans des films où à chaque fois que tu vois un film du Nouvelle Hollywood, t'en sors dépressif. Quand tu vois le Sorcerer, le Combat de la Peur, qui est sorti la même année que Star Wars, Friedkin lui-même dit, tu ressors dépressif. Donc les gens... eux-mêmes déjà voulaient voir un chien de 2 mètres qui parle. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est quand même la crise, ça pourrait marcher aussi. Sauf que, aujourd'hui, à nouveau, donc j'ai l'impression qu'il y a le cinéma s'est divisé en 2 voies, il y a un clivage entre les deux, avec les films qui se veulent sérieux, plus ou moins intellectuels, Christopher Nolan, machin, tout le bordel et tout, les Marvel et tout, sauf que les Marvel... L'univers fantaisiste des Marvel est aussi fantaisiste que ce qu'il y a dans Jupiter Ascending, peut-être même plus, j'en sais rien. Par contre, ils acceptent plus ça. Pourquoi ? Parce que c'est adapté de comics. Donc, pour moi, je crois pas que c'est plus une question de ton, de la manière dont tu abordes le truc. Tout est lié. Parce que c'est une adaptation de comics. Je pense que les gens sont prêts à se détacher du réel, à se détacher d'un aspect critique, etc. C'est pour ça qu'un univers comme Thor, surtout Thor 2, qui est ouvertement n'importe quoi, mais Thor 2, c'est un des univers SF les moins cohérents que j'ai jamais vu. Ouais.
Et pourtant, le film a pas mal marché, je crois, et ils arrivent à croire dedans, ils demandent une suite, etc., etc. Mais je pense que c'est aussi, enfin pour moi, je l'interprète plus du fait que c'est des films pas qui croient moins, mais qui prennent moins leur univers au sérieux en fait. Aussi. Qui tournent tout en dérision. Bah, bien, à nouveau, c'est un produit, hein, c'est un film qui répond à un cahier des charges, c'est un produit, c'est pas un univers qui est fait par des passionnés. Ouais. C'est pas un univers de cinéastes. Non, parce que Alan Taylor, quand il arrive sur Thor 2, le gars il sort de Game of Thrones. Non, il s'en fiche de cet univers, il aurait pu faire ce film-là comme un autre, et là il va faire Terminator, et c'est pareil. Donc là aussi il y a une différence. Et puis après, Alan Taylor, il a été sorti du film à la fin, au niveau de la table de montage, il l'a pas vu, quoi. Il a pas vu le film monter. Voilà. Bah, bien fait. Il y a aussi un aspect, moi j'ai l'impression que tous ces films ont aussi un aspect très terrestre. Donc finalement, quand tu prends n'importe quel film Marvel, même Thor 2 ou même Les Gardiens de la Galaxie, tous les personnages sont des humanoïdes. Tu regardes les foules dans Les Gardiens de la Galaxie, ce sont des humains bleus, des humains jaunes, des humains verts, fluo, machin, mais ce sont des humains. Donc du coup, je pense que le spectateur actuel, il a besoin d'une espèce j'ai envie de dire rattaché à la Terre au sens planète du terme, c'est mal dit, mais l'idée là, c'est que, à mon avis, ils ont besoin d'être rattachés à chez eux. Alors que, du coup, Jupiter Ascending, il y a des dinosaures qui parlent, il y a un type avec des oreilles pointues, il y a tout un tas de créatures un peu bizarres. Et finalement, on n'a plus trop l'habitude de ça. Ça fait des années qu'on bouffe des films où tous les gens sont des humains, quoi. Pas tant que ça, parce que en fait, c'est Hollywood qui a perdu sa force de créer de l'empathie envers ses personnages. Et c'est pour ça qu'on revient beaucoup vers tous les héros sont des êtres humains. Comme ça, l'identification du spectateur au héros est plus facile. Alors que, je sais pas, dans les années 80, on faisait des héros, dans les dessins animés, c'était des dinosaures ou tout ça, et ça marchait tout aussi bien, et l'émotion était tout aussi forte. Que là, maintenant, on revient beaucoup aux êtres humains, et bon, c'est peut-être un signe qu'Hollywood se fatigue un peu. Alors, pourtant, néanmoins, les humanoïdes, etc., pourtant, dans Les Gardiens, tout le monde adore la relation entre un raton laveur relou et un arbre autiste. Donc, non, mais. Et pourtant, c'est pas des humanoïdes, tu vois. Les gens, ils adorent ça, et c'est les mascottes du film. Finalement, ils sont que deux dans le film à être vraiment hors du jeu, et ce sont un peu les rigolos de service aussi. Donc, c'est un peu particulier. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. La différence, encore une fois, la différence, c'est juste le degré avec lequel tu t'abordes ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde kiffe Groot, tout le monde kiffe Rocket. N'empêche que c'est quand même les deux gros bouffons de la bande pendant les 3 quarts du film et qui sont touchants à la fin, mais parce que tu es quand même foutu de la gueule des personnages et que t'as fini par rire avec eux, quoi. Alors que, tu vois, on parlait de l'aspect humain des personnages dans Gardiens de la Galaxie. Channing Tatum, il a pas l'air moins humain qu'un type bleu fluo, tu vois. C'est juste qu'il a des. En fait, je pense que comme ce personnage-là est pris fondamentalement au sérieux et que dès le premier plan, les Wachowski y croient à mort et sont pas en train de se foutre de sa gueule du tout. Là où, tu sais, il y a toujours cette petite distance, mais qui te donne, qui fait ouais, non mais attends, je suis au cinéma, mais je regarde un film et je suis plus intelligent que le film. On parlait des personnages et de la profondeur des héros auparavant. On a une période où tous les héros sont quand même des mecs un peu gauches, un peu que, tu vois, Star-Lord, Tony Stark, tous ces mecs-là, c'est quand même un peu des rigolos sur les bords, quoi. Alors que Jupiter Ascending, il y a de l'humour dans le film, mais tu ris pas des personnages, en fait, tu ris un peu. Ah non, le héros c'est un vrai chevalier. Voilà, c'est ça. C'est ça qui casse le truc, enfin qui marche plus en fait. Après, Tony Stark, le personnage, il est construit dès le premier film, que là, on a l'impression dans Jupiter Ascending que c'est des personnages qui sont encore en construction, que si jamais il y a des suites qui vont encore évoluer, qu'au fur et à mesure, quand on regarde Iron Man 2, Iron Man 3 et Avengers, au fur et à mesure, Tony Stark, c'est la parodie de lui-même, quoi. Pour moi, déjà dans Iron Man 2, le Tony Stark d'Iron Man 2, à part dans la scène d'introduction, c'est la parodie du premier, et ça va de pire en pire avec le 3 et la suite, et je pense Avengers 2, on va être dans l'Ultimate avec le Hulkbuster, donc... C'est ça qui est drôle, c'est que les films Marvel, les personnages, peut-être moins Captain America par exemple, mais c'est peut-être le seul vraiment dans l'univers, les personnages évoluent plus, alors que effectivement un film comme Jupiter Ascending, les personnages évoluent constamment, et ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que les gens disent ouais c'est cliché, c'est machin. Dès le départ chez Marvel, ils sont caractérisés, puisque justement c'est le cahier des charges, c'est hop, dès les 20 premières minutes, on sait d'où vient le personnage, qu'est-ce qu'il fait, s'il est con ou pas, et en fait après tous les autres films et la suite, ce ne sera qu'une suite de péripéties.
Après, son personnage évoluera en fonction de sa caractérisation, mais ses choix, ils sont quasiment déjà faits, en fait. Si c'est le héros, bah, il fera il fera peut-être un mauvais choix au milieu du film, et il fera le bon choix à la fin, mais c'est un continuel recommencement chez Marvel, et ça va être de pire en pire. Du coup, on va bientôt finir ce podcast parce qu'il faut pas faire trop long. On va quand même terminer en étant un peu plus centré sur Jupiter Ascending. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens à propos de Jupiter Ascending, si ce n'est d'aller le voir? Pourquoi est-ce que, à votre avis, ce film doit malgré tout marcher? Pourquoi est-ce qu'il diffère complètement des autres space opéras, définitivement? Déjà, c'est un film total. Donc je pense déjà c'est important d'aller le voir. Même si on n'adhère pas, c'est l'archétype du film. Si on n'adhère pas, si on n'adhère pas à un truc, on va pas adhérer à tout l'univers de toute manière. C'est soit on adhère totalement. Je pense que le film laissera peu de gens vraiment indifférents. Soit on n'aime pas du tout, soit on accroche vraiment. Et je pense que c'est important d'aller s'en rendre compte soi-même, puisqu'on a une vraie création de cinéastes, de vrais cinéastes, qui n'ont pas adapté un truc, qui sont pas arrivés en faiseur sur un projet préexistant, qui n'ont pas un film qui est connecté à d'autres films ou des trucs comme ça. Ouais, qui ont mis leur trip dans le film, quoi. Hein? Qui ont mis leur trip dans le film. Oui, il y a les trips dans le film. Je pense qu'il faut aller s'en rendre compte. Quitte à pas apprécier et critiquer pour des raisons X ou Y, c'est pas grave. Je pense qu'il faut aller s'en rendre compte parce que c'est important et c'est pas tous les jours qu'on a des réalisateurs qui ont 170 millions de dollars, même s'ils voulaient avoir plus, mais néanmoins c'est pas dégueulasse quand même, 170 millions de dollars pour faire un film où ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent dedans. C'est pas si courant que ça. Après, Jupiter Ascending, on n'avait pas dire ce qu'on n'a pas dit, mais évidemment c'est un film qui a une énorme qualité, qui a aussi quand même qui a des petits défauts, faut pas le nier, mais bon, quitte à, comme on l'a fait pendant tout le podcast, à le comparer avec les Marvel, tout ça, où c'est quelque chose formaté et tout ça, quitte à avoir 10 parpaings gris tout carrés qui sont bien formatés, bien carrés, je préfère avoir une petite pépite d'or qui a des petites imperfections que 10 parpaings qui sont juste bien coupés et qui ressemblent à des parallélépipèdes rectangles les uns derrière les autres, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec Alexis, mais depuis tout à l'heure je suis d'accord avec Alexis. C'est un vrai film original. Je suis le premier à m'éclater devant Captain America et voir des personnages de BD prendre vie et des personnages de bouquins prendre vie et retrouver des héros de vieux univers. C'est cool, ok, c'est d'accord. Mais là on est face à un vrai univers original qui fonctionne, qui a de la gueule. On va pas bouder notre plaisir pour ça. Rien que pour ça, il faut aller le voir. Puis juste au niveau des scènes d'action, mais ça défonce tout, quoi. Les gens vont au cinéma quand même, entre guillemets, pour en prendre plein la gueule. Ils vont être servis, quoi. Voilà, mais sans spoiler, mais il y a une scène d'action qui se déroule dans Chicago qui dure 8 minutes, mais ça va dans tous les sens. Et au niveau visuel, dynamique, découpage, tout ça, chorégraphie des combats, c'est très ludique. Et puis, je vois pas ça souvent. Et je vais peut-être réviser vite fait, mais j'avais pas encore vu ça. Que ce soit aussi puissant et dynamique, j'avais pas encore vu ça en 8 minutes tout autour de Chicago. Bah, je dirais tout simplement que dans le genre de scène personnages qui se battent en volant à l'intérieur d'une ville moderne, etc., je pense que c'est la scène la plus virtuose que j'ai vue depuis un des premiers combats qui est dans Spider-Man 3 entre Peter Parker, enfin entre Spider-Man et attention, tu cites un film que les gens n'aiment pas en général. Et Harry Osborn. On n'aime pas, mais la scène elle est virtuose. Elle dure, elle est virtuose et ça va dans tous les sens. Et je pense que Jupiter Ascending, c'est cette essence-là. Voilà, c'est la générosité du spectacle. Voilà, je pense que le mot que tu viens de dire, générosité, ça correspond parfaitement à Jupiter Ascending. Merci à tous d'être venus parler autour de cette table. Merci à toi de nous avoir invités. Vincent Lagaffe. Merci à tous. On vous conseille donc évidemment d'aller voir Jupiter Ascending en salle le plus vite possible et de vous rouer dessus et d'emmener le plus de gens avec vous parce qu'il faut vraiment que c'est quand même un impact pour qu'il y ait une alternative à Hollywood parce qu'en fin de compte c'est quand même ça la question, c'est d'avoir une alternative au cinéma actuel. Ouais, si vous emmenez votre grand-mère, emmenez aussi une ambulance. Emmenez l'ambulance au cas où. Et on vous dit à très bientôt, on sait pas quand mais voilà le podcast, l'idée c'est d'en faire un sans s'imposer de rythme, de quoi que ce soit. Donc faites des commentaires, n'hésitez pas à faire vos retours, à partager et à nous donner vos avis dessus. On espère que ça vous a plu et d'ici là, on vous quitte encore une fois sur des très belles notes de Michael Giacchino sur le score de Jupiter Ascending. Donc n'hésitez pas à aller voir Jupiter Ascending, kiffez bien et à la prochaine. Ciao.